Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la première étape du Tour de France Femmes. Une première étape, plutôt une demi-étape ou une étape pour les juniors, mais ça on y reviendra parce qu'au niveau du kilométrage, on est encore pas loin du ridicule. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favorites, quelle est votre grosse cote du côté de cette journée chez les filles. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Je remercie les gens qui font cet effort. Je remercie également les gens qui font l'effort de rajouter la petite cloche. Et comme ça, qui sont au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Car plus vous cliquez vite sur une vidéo après sa mise en ligne, et bien plus elle est mise en avant par YouTube, et plus ça peut permettre de faire augmenter, agrandir cette communauté, qui a déjà pas mal grossi ces derniers temps. Bon, étape numéro 1, et bien une première étape digne d'un parcours de championnat du monde junior. Elle est là, la réalité aujourd'hui. C'est une demi-étape, c'est pas vraiment une étape. On est sur 78 km. C'est ultra court. Alors ça va être très nerveux, ça va nous donner une course qui risque d'être spectaculaire. Mais c'est vrai qu'on nous dit depuis le début, on a agrandi la durée de la course. Désormais, on a 9 étapes. Bah, je veux bien. Alors c'est sûr qu'on progresse par rapport au Tour de l'an dernier, où un contre-la-montre de 6 km était considéré comme une étape. Mais ça reste quand même faiblard, on va revenir toujours sur mon débat, mais pour moi, je suis désolé, mais un grand tour qui dure une semaine, c'est pas un grand tour. Il va falloir agrandir les courses féminines, sauf que tant qu'elles seront juste après les courses masculines ou juste avant les courses masculines auxquelles elles sont liées, ça sera quand même très compliqué d'agrandir ces courses. On a eu le problème avec Milan-San Remo cette année qui faisait 160 bornes. On a le problème aussi avec ce Tour de France Femmes. On enchaîne quand même hommes et femmes. Premièrement, je pense que c'est une mauvaise idée. Alors c'était une bonne idée la première édition, en 2022. Je suis d'accord, pour marquer le coup. En plus, on partait de Paris. C'était une bonne idée. Par contre, je trouve que l'an dernier, moi, ça avait été une bonne idée de décaler la course en août. Je trouve que ça permet d'avoir une respiration. Alors moi, la respiration, ça avait été les Jeux Olympiques, mais ça permet quand même d'avoir une respiration et de ne pas enchaîner quasiment un mois de cyclisme d'affilée, où c'est vrai que sur le Tour de France féminin, moi, je ressens de la fatigue. Alors, c'est aussi parce que je fais beaucoup de travail qui est lié au Tour de France, mais c'est vrai qu'il y a de la fatigue, on sent, au bout d'un moment, et je ne suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle. Alors que quand on regarde un petit peu le calendrier, on s'aperçoit que début août, c'est assez calme. Et ça permettrait d'avoir énormément de visibilité sur cette épreuve. Et moi, je pense que l'année dernière, ça avait été une bonne idée, alors, à cause des Jeux Olympiques, encore une fois, des questions de sécurité, de dissocier les deux épreuves, de les séparer, parce que ça avait permis vraiment d'avoir une respiration. Là, c'est vrai qu'on va encore enchaîner les deux. Là, en plus, les 2 premiers jours de la course féminine sont enchaînés avec les 2 derniers jours de la course masculine. Ce qui fait que on ne pouvait pas finir dans les Alpes du côté des garçons sur l'étape de samedi parce que sinon ça se télescopait avec les filles et que les filles ne pouvaient pas avoir une véritable étape aujourd'hui parce que sinon ça finissait à 23h30 cette affaire-là. Donc c'est un petit peu dommageable du côté de cette course. Et je trouve que ça nuit également à la visibilité parce que qui a parlé du Tour de France Femmes là sur les derniers jours? Pas grand monde. On n'a même pas de cérémonie véritablement de départ avec une grande présentation des équipes la veille comme on a chez les garçons ou l'avant-veille comme on a chez les garçons. Donc c'est un petit peu dommageable. Et même la directrice de la course, hier elle était encore du côté du Tour de France Hommes. Donc je trouve qu'il y a un vrai problème sur l'enchaînement de ces deux épreuves et qu'il faudrait régler le souci. Bon, du côté de cette étape, c'est simple, c'est promotion de la côte de Cadoudal que l'on va prendre à 3 reprises du côté de cette étape. Sinon, pour le reste, on aura un début de course, on va dire, assez cool, sauf qu'on va arriver très vite sur Plumelec, très vite sur Cadoudal, vu qu'encore une fois, il y aura 3 passages sur la côte de Cadoudal. Donc, ça risque d'être très nerveux, très tendu du côté de cette journée. Donc, il faudra faire attention, notamment aux chutes. Et on pourrait avoir une surprise, pourquoi pas, à l'arrivée. Bon, moi, j'y crois pas trop, mais on peut toujours
se faire surprendre du côté d'un peloton. Dénivelé positif, 1064 mètres. C'est la 8e étape dans ce classement du côté de dénivelé positif sur une journée. Alors ça reste quand même intéressant sur une étape aussi courte. 1064 mètres, je rappelle, on est à moins de 100 km de course. Il faut le rappeler. On regarde tout de suite, avant de regarder le parcours, on va regarder tout de suite la liste de départ de cette épreuve. Alors vous voyez, il n'y a pas encore les numéros de dossard. Je vous les donnerai dans la description certainement de la vidéo parce que les numéros de dossard, les dossards vont être distribués dans l'après-midi. Là j'enregistre, il est 14 h, j'enregistre avant le départ de l'étape raccourcie chez les garçons. Donc je crois que le retrait des dossards, c'est entre 16 h et 18 h. Voilà, aujourd'hui, donc forcément, c'est là où on aura les numéros de dossard. Donc demain matin, quand vous allez avoir la vidéo en ligne, dans la description de la vidéo, normalement, il y aura les numéros de dossard. On commence avec les Canyon SRAM. Eh bien, on repart avec Nevia Doma, la vainqueur de l'an dernier, qui sera accompagnée de Ricarda Bauernfein. On aura également Cécile Trupp-Ludwig avec Paladine. Et puis Chloé Daigert pour les sprints du côté de l'américaine. La FDJ Suez, eh bien, on part avec la Dream Team, Vollering, Musique, Labousse, Chabet, Marie Lenette, la championne de France également, avec Ali Wollaston et Amber Crack. C'est du lourd du côté de la FDJ Suez, sauf que Juliette Labousse n'a pas vraiment fait un grand Tour d'Italie, on va pas se mentir. Et Vita Musique, le début du Tour d'Italie a été compliqué, même si ça s'est bien rattrapé sur la fin. Donc, quel sera le niveau de Juliette Labousse? Ça, c'est la grande interrogation, mais tout le monde sera au service de Demi Vollering. La Phoenix de Konin, qu'on vient avec la doublette Peters-Castellane. Ne pas oublier également Rouillet-Kers dans cette équipe, donc on a du talent en montagne avec Castellane et Rouillet-Kers, qui elles aussi ont une fin de Giro pas forcément exceptionnelle. Du côté de cette formation, on aura également Christina Schwenberger. Du côté de l'AEF, eh bien, on vient avec Cédrine Carbaol. Kirsten Faulkner également du côté de cette équipe avec Noémie Rueg aussi et Borghesi voilà, du côté de la formation américaine. La Team SD Works, Kopecky van der Briggen du côté des leaders au général. La grande question est de savoir laquelle des deux sera leader numéro 1. Et puis Vibus pour les sprints également dans cette formation. Du côté de la Visma Lease Bike, Marianne Vos, ça sera pour les sprints sur ce Tour de France. Et puis sinon, on aura une belle équipe autour de Pauline Ferrand-Prévot. Ne pas oublier les petites jeunes, je pense à Marion Bunel, à Imogen Wolf, à Neuen également, qui a fait un très bon Tour d'Italie, pour ceux qui s'en rappellent, Lieke Nuyen. Et puis Imogen Wolf, la jeune britannique qui sera là, contrairement à Kate Ferguson, qui n'a pas été choisie du côté de la Movistar. UAE, Elisa Longo Borghini, donc, qui a remporté le dernier Tour d'Italie, qui va tenter de faire le doublé qu'elle n'avait pas pu réaliser l'an dernier, car après son Tour d'Italie, elle avait eu un problème physique qui ne lui avait pas permis de participer au Tour de France. On aura également Lara Gillespie, l'Irlandaise, très intéressante avec Brody Chapman, et puis la Française Maëva Skiban, qui sera là. Ça fait partie des jeunes pépites françaises tout à fait intéressantes. La Movistar, Liper Treusser avec Magering qu'on a vu sur le dernier Tour d'Italie. On aura également Aude Biani qui était là déjà sur le Tour d'Italie. Avec ce départ en Bretagne, il y aura certainement pas mal de pancartes pour Aude Biani comme pour Cédrine Carbaol. Du côté de la Lidl Trek, on vient sans Clara Copponi avec Emma Norsgaard. On vient également avec Balsamo, donc plutôt sprint. Et puis pourquoi pas Nim Fisher Black du côté de la montagne. Ça reste quand même une équipe, presque dire faiblarde quand même pour jouer le général du côté de ce Tour de France. Edge Insurance, eh bien Sarah Giganti qu'on a vu sur le Tour d'Italie, mais qui n'est pas forcément la plus à l'aise sur un vélo. On aura également Kim Lecourt, la championne des îles de l'île Maurice, voilà, qui sera là. Et puis on aura également Julie Van de Velde et Justine Guéquière également au départ avec Gladys Verhulst aussi, la française. La pique-nique, Raquel Barbieri sera là avec Pfeiffer Gorgui. Et puis on aura Charlotte Cole, la équipe vraiment destinée pour les sprints autour de Charlotte Cole. La Arkea qui vient avec Lotte Claes, qui vient également avec Tissia Rio, la jeune française. Emilia Faline sera là, Valentina Cavallard également l'autrichienne sera au départ d'une équipe qui cherche aussi un repreneur
Faut pas seulement penser à l'équipe masculine, il y a également les filles avec des filles très talentueuses dans cette formation. Donc ça serait bien qu'on arrive à retrouver un repreneur qui conserve également l'équipe féminine du côté d'Arkea BNB Hotel. Liv Alula Jaiko, Mavi Garcia, l'éternelle concurrente espagnole sera là. On aura Laetitia Paternoster également. Ou Ruby Rosman Gagnon, voilà, du côté de la Liv Alula. La Uno X, Linda Zanetti avec Confalonieri. Puis on aura également Catherine Alrund, qu'on a vu sur le dernier Tour d'Italie, qui a oscillé entre le très bon et le moyen. Catherine Alrund, c'était un jour sur deux, on va dire ça comme ça. La Cofidis vient avec Julie Bégaud, la ancienne championne du monde junior. On aura également Koppenburg, et puis on aura Eugenia Bujac, Victoire Berthaud dans cette équipe. La Ceratizid vient avec Dilixine Miermont, je crois que j'ai réussi à le prononcer du premier coup, c'est lié le Mouel et deux françaises. Et puis on aura Bourlova également dans cette formation. La Human Powered Half. Barbara Malcotti, qu'on a vu sur le dernier Tour d'Italie, très intéressante, avec Romy Casper, et également Lily Williams. Du côté de la Saint-Michel, préférence Homme vers 93. On aura Amélie Watts avec Lucy Faitius, qui sont des filles intéressantes. N'oublions pas également Ségolène Thomas ou Alison Awan du côté de cette formation. Laboral Cuccia, Anne Santesteban, qui restera, on va dire, la leader de cette équipe. On aura Soto, la chilienne, et puis également Tomassi, l'italienne. La Wingspace, Marina Lyon, bien entendu, on aura Aurela Nerlo qu'on avait vu du côté de la Belgique, et puis Gontova et Lilik, les Canadiennes, la Volker Wessel, et ça sera la première fois que cette équipe participe au Tour de France. La Volker Wessel sera également au départ, avec Valérie Demey, la Belge, Laura Molnar, mais il n'y aura pas Bodine Vollering, la sœur de Demi, qui ne sera pas au départ. Et puis la Roland sera au départ là également avec Morgane Coston, avec Elena Pironet ou encore Sylvie Winkels, la néerlandaise, et Dromova Balabolina, voilà, du côté de la Roland. On regarde donc cette étape numéro 1 entre Vannes et Plumelec. 78 km 500 à parcourir du côté de cette journée, et 3 fois la côte de Cadoudal au programme. Alors on aura un début de journée assez calme sur les 20 premiers kilomètres, avant la côte de Bossegallo, 800 mètres à 5,6%, côte de 4e catégorie, pas extrêmement difficile. Et puis on arrivera sur l'entrée sur le circuit à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Il y aura 3 passages par la côte de Cadoudal, mais seulement 2 tours de circuit complets à réaliser. Le premier passage servira de sprint intermédiaire, mais pas de sprint bonification, parce qu'il faut savoir que sur le Tour de France Femmes, les sprints bonification existent toujours, ces sprints bonus existent toujours, contrairement à la course masculine. Sur ce parcours du côté de la côte de Cadoudal, on a également un petit faux plat de 2 km 500 à 2,4% de moyenne, à peu près à mi-circuit. Et puis donc le deuxième passage de la côte de Cadoudal servira pour le classement de la montagne, 1,8 km à 6% de moyenne. Et puis le dernier passage de cette côte de Cadoudal, eh bien lui, il servira pour l'arrivée de cette étape numéro 1. J'ai oublié de vous parler des points qui sont au programme du côté de cette étape. Il y aura 5 points pour le classement de la montagne, 3 points à la côte de Cadoudal lors du deuxième passage, et 2 points lors de la côte de Bossegallo, parce qu'il faut savoir que les côtes de 4e catégorie chez les filles c'est 2 et 1 point, alors que chez les garçons c'est seulement 1 point, le barème n'est pas le même, on ne sait pas pourquoi, mais je trouve que le barème féminin est plus intéressant. Et donc le premier passage au sprint intermédiaire à Plumelec, là aussi c'est pas le même barème que chez les garçons, c'est 25 points un sprint intermédiaire et pas 20 points, et le sprint à l'arrivée du côté de Plumelec donnera 30 points et 10 secondes de bonification, 10, 6, 4, là ça ne change pas pour les concurrentes à l'arrivée. On regarde un petit peu le final de cette étape. Vous voyez, c'est pas extrêmement technique, Ça, je crois que c'est quasiment ça rappelle un petit peu le parcours des championnats d'Europe, pour ceux qui s'en souviennent, qui avait été remporté par Sagan, notamment chez les garçons en 2016, les premiers championnats d'Europe où il y avait une course pour les professionnels.
Donc il y a un rétrécissement après la côte de Cadoudal, il faudra faire attention parce qu'en plus c'est la zone presse, il y aura peut-être encore un petit peu de voitures sur le bord de la route notamment. Et puis ensuite, bon bah voilà, vous voyez, hein, c'est pas des routes forcément horribles. Faire attention ici, à 2 km, vraiment, où au début de la montée, je crois me rappeler, ça grimpe assez fort. Et puis ici, hein, où il y a une petite épingle, on va dire, qui est le dernier virage, où il faut être bien placé. En cas de sprint à cet endroit-là, on regarde le parcours. Donc on part de Vannes pour aller au nord, pour aller récupérer la première côte, et puis ensuite on ira vers l'ouest. Vers l'est, pardon, plutôt, on va arriver avec le sens de l'orientation pour aller récupérer le circuit et cette côte de Cadoudal. On commence cette étape avec Vannes, qui est connu eh bien, pour ses remparts que vous voyez à l'écran, des remparts qui ont été construits entre le 3e pour les premiers et le 17e siècle. Alors Vannes a été fondée par les Romains à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, sous le règne d'Auguste, et au 3e siècle, eh bien, on va créer une première ligne de fortification parce que à ce moment-là, une crise majeure secoue l'Empire romain, et cette première enceinte va demeurer la seule protection de la cité pendant 1000 ans, avant que sous Jean IV, eh bien, à la fin du 14e siècle, on va étendre cette fortification vers le sud, ce qui va permettre à la ville d'avoir, enfin la ville intramuros, d'avoir une superficie qui va être doublée. Les guerres de la Ligue de la fin du XVIe siècle poussent la ville à se doter de plusieurs bastions polygonaux, ce qui va agrandir encore une fois la surface des remparts. Le dernier ouvrage défensif qui va être construit vers 1630, et ensuite c'est on va vendre en fait des morceaux de remparts. C'est Louis XIV, à partir de 1670, qui va vendre des morceaux de remparts pour financer ses guerres. Ça, c'est assez exceptionnel. Donc, voilà l'histoire un petit peu de Vannes et des remparts de Vannes qui sont assez célèbres hein, du côté de cette commune. On poursuit avec les musées du côté de cette commune de Vannes, et on commence par le musée des Beaux-Arts ou de la Cohue. Alors le bâtiment a été construit entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Le musée date de 1982. Ses collections, enrichies d'un dépôt du centre Pompidou et de dons privés, offrent aux visiteurs un panorama de la peinture de la seconde moitié du XXe siècle. Alors la Cohue, c'était un marché, ça a été également le palais de justice de la ville, où fut signé en 1532 l'acte d'union de la Bretagne à la France, parce que pendant très longtemps, la Bretagne n'appartenait pas à la France. Alors le bâtiment a été restauré dans les années 70, ça a même été un théâtre, hein, je suis en train de lire. Et puis voilà, depuis 82, les collections de peinture et de gravure de la ville, et ça permet également de présenter de grandes expositions. Voilà ce musée des Beaux-Arts, et puis le musée du Château Gaillard qui date du XVe siècle. Alors c'est un musée d'histoire et d'archéologie, ce musée du Château Gaillard que je vous montre à l'écran. C'est un musée d'archéologie qui occupe un manoir parfaitement conservé du XVe siècle. Alors ce château est adossé au premier rempart de la ville, et le Parlement de Bretagne va y siéger pendant quasiment 100 ans, hein, pendant 80 ans, entre 1456 et 1532. Voilà. Donc le château est loué à la mairie de Vannes hein, pour accueillir le musée archéologique de la ville. Voilà ce musée du Château Gaillard. Je rappelle que vous pouvez retrouver encore une fois d'autres informations, d'autres lieux touristiques sur le site du Tour de France, hein, comme d'habitude. Alors du côté de cette étape entre Vannes et Plumelec, on commence par le château de Queyranne, je ne sais pas comment on doit le dire, qui date du XVe siècle. Alors la tour nord-est semble subsister du XVe siècle, ainsi que la grange nord-ouest. Le reste
a semble-t-il été remanié ou construit après. Le principal agrandissement a été attribué à Jérôme d'Arradon au XVIIe siècle. Voilà que vous pouvez voir à l'écran. Et puis le pavillon dans le parc a sans doute été bâti entre 1809 et 1816 du côté de ce château inscrit au monument historique depuis 1973. Vous avez également le parc du golfe du Morbihan, créé en octobre 2014, 568 km de linéaire côtier. C'est le 50e parc naturel régional en France. Alors la totalité des communes de ce parc, bien ça couvre 70 000 hectares et vous avez une zone d'intérêt maritime environ de 17 000 hectares. Voilà. Alors l'emblème du parc est un hippocampe moucheté. Il s'agit de l'un des 2 hippocampes qui fréquentent les eaux du golfe du Morbihan. C'était un animal qui était très courant autrefois et qui est devenu extrêmement rare aujourd'hui. Et puis bien entendu, vous avez également le golfe du Morbihan, où vous pouvez aller, pourquoi pas, vous baigner également avec pas mal d'îles dans ce golfe du Morbihan. Nous allons du côté de Grandchamp, désormais, avec le château de Penouette. Alors, il y a un U, pas comme Penouette, le coureur cycliste. C'est le siège de l'ancienne seigneurie de Penouette, propriété successive des familles d'Arradon, de Dréouette et Blévin. La seigneurie est érigée en maquisard en 1620 et le château actuel a été construit vers 1756. Voilà. Les jardins sont attribués à Le Nôtre et le château possède une chapelle privée dédiée à Notre-Dame et une orangerie. Alors ça a été la propriété de Karl Lagerfeld et ce château a accueilli la visite de la reine d'Angleterre, la reine mère d'Angleterre, donc pas Élisabeth II, la mère d'Élisabeth II, en juin 1990. Et puis on termine avec la commune de Ploudran, que vous voyez ici en photo d'hélicoptère. Alors la ville de Ploudran, elle est très intéressante parce qu'il y a énormément de sites mégalithiques aux alentours de cette commune. Vous avez les menhirs du Coléo, le dolmen de Menguarec ou encore la quenouille de Gargantua. C'est vraiment au carrefour des voies romaines entre Vannes et Corseul et Rennes et Caen. Donc c'est vraiment, voilà, il y a pas mal de choses qui datent bien de Jésus-Christ ou même d'avant Jésus-Christ. Et puis, c'est la ville, le village de Laurent Madois, le père de Valentin Madois. Voilà. Et donc, ses parents tenaient une boulangerie à Plodren. Voilà. Donc, si vous voulez aller du côté de cette commune. Et puis, on termine avec désormais la ville de Plumelec. On parle de la côte de Cadoudal, mais en fait la côte de Cadoudal, elle est à côté du manoir de Cadoudal que vous voyez ici à l'écran. Alors ce manoir de Cadoudal à Plumelec, il date de 1699. Voilà, donc le corps de logis et la chapelle sont détruits au 19e siècle par un incendie. Il n'en subsiste que les communs édifiés en 1699, un portail et un puits. Voilà, donc du côté de ce manoir de Cadoudal, à côté de la côte de Cadoudal. Avant, c'était le manoir qui était plus connu que la côte. Maintenant, c'est la côte qui a pris de l'importance. On a également, du côté de cette côte de Cadoudal, eh bien, le château de Callac. Ce château de Callac qui date entre le 14e et le 17e siècle, est un style Renaissance. Alors les Callac au 12e siècle ont construit un manoir qui va être incendié pendant la guerre de succession de Bretagne en 1350. Ce bâtiment va être agrandi dans la seconde moitié du 15e siècle, remanié au 17e siècle pour lui donner son aspect actuel. Et lors d'une succession en 1797, le château est séparé entre 2 sœurs, dont les descendants vont laisser les bâtiments à l'abandon en 1947. Voilà. Et il est classé monument historique depuis 1971. Ce château a servi de point de ralliement aux parachutistes de la France libre
qui étaient envoyés en mission et c'était un peu leur lieu, je dirais pas de villégiature, mais voilà, leur lieu de vie, ce château de Callac. Eh bien oui, parce que la ville de Plumelec, eh bien, elle a connu un drame, on va dire, pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, on a eu le premier mort du débarquement du côté de cette commune. Alors il faut savoir que le 6 juin 1944, avant le débarquement, pendant la nuit, eh bien, 2 groupes de parachutistes sont largués dans les Landes de Lanvaux et ils sont les premiers du corps expéditionnaire allié, mais ils ne vont pas tomber à l'endroit prévu. Ils atterrissent à 800 mètres du poste d'observation allemand installé dans le moulin de l'Agré à Plumelec et ils vont être rapidement repérés. 3 radios sont faits prisonniers. Le caporal d'Émile Bouettard, breton de 29 ans, lui va être tué par l'ennemi et donc c'est le premier mort du débarquement allié. Et pendant 2 mois, du 6 juin au 6 août, date de libération du secteur de la commune, Plumelec vit un véritable martyre, notamment après le combat de Saint-Marcel. De nombreux parachutistes se replient dans les fermes et la répression allemande est sanglante. Voilà. Et au mois de juillet, il y a une cérémonie qui a lieu à Kéruel en hommage aux victimes du massacre du Kéruel, qui date du 12 juillet 1944 à la suite d'une trahison. Pierre Marienne va être massacré au village de Kéruel avec 7 de ses compagnons, 8 FFI et 3 cultivateurs par une troupe allemande. C'est vrai que les Allemands, surtout à partir de 1944, vont faire énormément de massacres dans les communes, surtout quand ils vont se replier, notamment en Radour-sur-Glane, qui est assez connu, mais c'est vrai que parfois la guerre va être extrêmement barbare, voilà, sur cette année 1944. On passe désormais à la gastronomie pour se changer les idées et pourquoi pas manger des chips. Voilà, des chips, mais pas n'importe lesquels, les chips au sarrasin. C'est vrai qu'on connaît beaucoup la galette au sarrasin, on connaît le kouign-amann, mais j'en ai déjà parlé du kouign-amann. Donc, on passe aux chips de sarrasin. On en trouve dans énormément de marques, notamment la marque bretonne la plus célèbre maintenant du côté des chips. Bien entendu, vous le savez, chez Brett, mais vous avez énormément de marques, notamment des petits fermiers également, des petites fermes qui fabriquent également ces chips de sarrasin. Particularité des chips de sarrasin, sans gluten, et surtout c'est très très léger. Voilà, donc, et je crois que c'est un peu moins gras que des chips normales, mais ça à vérifier, mais c'est très léger. Voilà, donc souvent vous les trouvez au rayon apéritif dans les supermarchés. Il y a maintenant beaucoup de marques, ça se trouve très facilement. Les chips de sarrasin. Le sarrasin, c'est pas que la galette. Voilà, de sarrasin que l'on connaît tous, la crêpe de sarrasin que l'on connaît tous. On avait peu parlé de fromage lors de notre premier passage en Bretagne du côté du Tour de France Homme à Mur de Bretagne. Donc on va en parler un petit peu avec la Tome de Ruy, qui est une marque commerciale d'un fromage fabriqué par 2 éleveurs de vaches, Isabelle Guyon et Gurvan Bourvelec, du côté de la commune de Sarzeau, dans la presqu'île de Ruy, dans le Morbihan, que l'on traverse lors de cette étape. C'est un fromage fermier au lait cru français. Alors, on est sur un fromage à pâte pressée non cuite, à peu près 1,9 kg. On va le faire avec du lait de vache cru. Et puis, il va être frotté, ce fromage, au sel de Saint-Armel. Et il va être affiné pendant 70 jours en cave. Et la croûte contient donc des acariens du fromage et les cirons de la farine. Voilà. Donc la production a commencé dans les années 2000 et il a été primé médaille d'argent au concours général agricole en 2009. Vous avez également comme autre fromage la biquette braise que vous avez ici à l'écran. Alors que l'on peut avoir nature ou aux algues, ce fromage au lait de chèvre à pâte molle, à croûte naturelle, eh bien c'est quelques producteurs
qui ont produit à partir de 2007 cette biquette braise dans la chèvrerie de Plouillé. Alors là, c'est du côté du Finistère. Médaillé au concours général agricole en 2018, c'est du lait cru et des chèvres élevées naturellement sans OGM ni antibiotiques et nourries avec l'herbe du terroir. Voilà. Alors, l'affinage est plus, selon l'affinage, vous allez avoir une texture plus ou moins fondante. Les arômes vont être bien entendu différents selon l'affinage. Plus le fromage va être affiné, plus il va être cassant et plus le goût va être intense. Et puis, on a également le galet de bain de Bretagne que vous avez ici à l'écran. C'est une pâte molle à croûte lavée. C'est l'histoire entre une fromagerie et des producteurs de lait de vache, de brebis et de chèvre. Et en fait, ils vont affiner ce fromage qui va être frotté à la bière. Une bière locale du côté qui vient de la région de Rennes précisément. Et il faut savoir que ce fromage est assez récent, mais la production de caprin et de lait de caprin dans la région date depuis l'Antiquité, hein, depuis extrêmement longtemps, hein, notamment on le voit dans la taverne de Kaamelott, pour ceux qui ont déjà regardé Kaamelott. Voilà, vous le voyez à la taverne. Souvent, le roi prend du lait de chèvre, pour ceux qui ont déjà vu la série. On passe à quelque chose de tout à fait différent, le Carigos. Alors le Carigos, c'est un mélange, c'est un condiment d'inspiration indienne, légèrement pimenté, qui convient très bien à l'accompagnement des crustacés. Alors il a été mis au point au 19e siècle par Monsieur Gosse, qui était un pharmacien apothicaire lorientais, qui voulait créer un curry. Qui est inspiré donc du curry même de la Compagnie des Indes orientales et, cette recette a été brevetée, voilà, du côté de ce Carigos. Et pourquoi ça a été créé du côté de l'Orient? Eh bien tout simplement parce que l'Orient a été le premier port français à avoir débarqué le curry. On s'est dit, oh bah tiens, c'est super le curry, il faudrait qu'on crée quelque chose de proche, et ça a créé le Carigos, donc produit totalement breton, totalement fabriqué en Bretagne, et qui est un produit toujours protégé, le brevet de ce produit à l'Institut national de la propriété intellectuelle. Et quelques pharmacies et magasins possèdent le droit de vente dans le Morbihan, dans le Finistère, donc c'est vraiment très compliqué de trouver ce produit. On passe désormais au sucré, du côté du sucré. Alors vous avez cette brioche qui est donc le gotchtial, qui a plusieurs écritures, hein, plusieurs orthographes. Alors c'est une sorte de pain brioche. Voilà, c'est une brioche assez rustique. C'est une brioche qui se situe dans le golfe du Morbihan, encore sur la presqu'île de Rhuys. Et en fait, c'est une spécialité de brioche, de pain à la mie extrêmement dense qui existe depuis le 19e siècle. Cette brioche était réalisée à l'occasion de la Saint-Vincent, le 22 janvier. Alors nous, à la Saint-Vincent, comme je suis dans un coin de viticulteur, on fait d'autres célébrations. Et lors de cette fête, tous les habitants de la presqu'île de Rhuys apportaient leur gotchial dans le four de pain du boulanger. Et cette tradition est perpétuée en l'honneur de la Saint-Vincent. Pourquoi je sais que la Saint-Vincent ça existe et la date de la Saint-Vincent? Parce que c'est le patron des vignerons. Voilà, et comme moi je suis dans un coin un peu Sancerrois où il y a quand même pas mal de vin, eh bien voilà, la Saint-Vincent est fêtée un petit peu, célébrée un petit peu partout. Ça reste une tradition assez ancrée, hein, par chez moi, au mois de janvier. En même temps, au mois de janvier, dans les vignes, pas grand chose à faire pour tout vous dire. On poursuit avec le gâteau breton. Alors le gâteau breton, oui, parce qu'on a fait le kouign-amann. Voilà, j'avais oublié qu'il y avait cette étape-là, sinon j'aurais fait le kouign-amann pour cette étape-là. Mais il y a le gâteau breton. Alors le gâteau breton, ici vous voyez une recette qui n'est pas forcément fourrée.
Moi, je pensais que c'était un gâteau qui était tout le temps fourré, mais qui n'est pas forcément fourré. Alors, ça vient de la région de Lorient, et c'est une pâte sablée. La base, c'est une pâte sablée du côté de ce gâteau, qui remonterait aux années 1860. Voilà. Qui aurait présenté sa spécialité bretonne lors de l'exposition universelle de Paris en 1867 sous le nom de gâteau lorientais. Il va remporter le premier prix de la catégorie pâtisserie sèche et on va passer de biscuit lorientais à biscuit à gâteau breton. Voilà. Et il existe un concours mondial du gâteau breton. Voilà. Et le record du plus grand gâteau breton, il faisait 1,15 m de diamètre, 2,5 cm d'épaisseur. Et il a fallu 140 œufs, 10 kg de farine, 6 kg de sucre, 6 kg de beurre pour le fabriquer. Voilà, du côté de ce gâteau. Alors, il est souvent fourré avec de la crème de pruneau, framboise, caramel, beurre salé, ça se trouve très souvent dans le commerce, du rhum, également un peu de fleur d'oranger pour l'aromatiser, mais il n'est pas forcément fourré. Moi, je pensais qu'il était tout le temps fourré, c'est pas toujours le cas. Et puis, on termine avec une spécialité locale. Eh bien, c'est le braise cola, voilà, qui est de la région également. Alors, désormais, une gamme très étendue du côté de ce braise cola qui a décidé de créer cette spécialité. Je pensais que c'était plus vieux que ça, le braise cola. En fait, ça date de 2002. Hein. Donc, c'est vraiment très, très récent. Alors, il y a plusieurs spécialités. Vous avez le braise cola standard, le braise cola au stevia également. Et il faut savoir que dans le Grand Ouest, eh bien, la marque est juste derrière Coca-Cola. Ils sont devant Pepsi du côté de braise cola. Et maintenant, vous voyez, il y a plein de spécialités. Il y a même de l'Ice Tea. Vous avez un dérivé de Schweppes également avec ce braise cola et cette marque. Donc, et je pensais que c'était plus récent, plus vieux que ça. Hein. C'est date seulement de 2002, et en lancement à Lorient, voilà, donc de braise cola. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de colas locaux, hein, presque toutes les régions maintenant ont leur propre cola du côté des spécialités, voilà, de la région. La seule différence entre les étapes du Tour de France Hommes et les étapes du Tour de France Femmes, c'est la partie histoire. Parce que la partie histoire est un petit peu moins écrite. Voilà, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps. Je pensais avoir pris suffisamment d'avance. Et puis au final, non, j'avais pas pris suffisamment d'avance. Alors la côte, aujourd'hui, du côté de cette étape, on part donc de Vannes pour aller à Plumelec. Hein, c'est ça le parcours de cette étape. Alors Vannes, c'est le 20e passage du Tour de France. Il y a eu 20 passages du Tour de France hommes à Vannes. Le dernier, c'était en 2015, c'était pour un contre-la-montre. Voilà. Et puis, vous avez l'arrivée à Plumelec. Alors là, il y a eu pas mal de passages à Plumelec, et notamment par cette côte de Cadoudal. Dans l'histoire du Tour de France, la côte de Cadoudal, elle a accueilli en 82 un contre-la-montre par équipe. C'était même la première fois qu'il y avait une arrivée du côté de Cadoudal. La commune de Plumelec va accueillir le prologue du Tour de France 85. Ce prologue remporté par Bernard Hinault qui remportera la course à la fin. Zabel a remporté une étape en 97 du côté de cette ville et du côté de cette montée de Cadoudal. Et puis en 2008, c'est Valverde qui va s'imposer du côté de cette côte de Cadoudal. Et puis il va y avoir un contre-la-montre par équipe en 2015, cette fameuse étape qui sera remportée par la BMC, voilà, à l'époque, du côté du contre-la-montre. Et puis c'est également un lieu des championnats d'Europe en 2016 où on avait fini du côté de Cadoudal. Alors chez les filles, c'était Anna van der Breggen
qui avait remporté cette journée. Par contre, chez les espoirs, c'était Kasia Neviadoma qui avait battu Elisa Longo Borghini, des filles que l'on retrouve toujours au haut niveau actuellement du côté du cyclisme féminin moderne. On regarde tout de suite les cyclistes du jour. Alors nous avons Benoît Vaugrenard du côté des cyclistes masculins qui vient de Vannes. Hein. Benoît Vaugrenard, il est né à Vannes, coureur cycliste pendant toute sa carrière du côté de la Française des Jeux. Il a connu même le nom Française des Jeux, puis la FDJ, puis la Groupama en toute fin de carrière. Il est désormais directeur sportif de cette formation. Du côté de ses grands résultats, eh bien, vainqueur du Tour de Poitou-Charentes, de la Polynormande également dans sa carrière, mais ça a surtout été un grand équipier dans les années 2010, hein, Benoît Vaugrenard. Il a souvent eu un rôle de grégario. Alors il a été également champion de France du contre-la-montre en 2007. Il avait battu à l'époque Dimitri Champion et Nicolas Vaugondi. Il ne devait pas y avoir Chavanel sur cette édition-là de ces championnats de France sur route. Et puis parmi son autre palmarès chez les professionnels, il y a une étape du Tour de l'Algarve également. Mais ces résultats ont surtout eu lieu dans sa première partie de carrière, parce qu'encore une fois derrière, il a été très régulièrement équipier. Puis une autre fille très souvent équipière, qui ne sera pas au départ de ce Tour de France, eh bien c'est Coralie Demey, qui est en fin de contrat avec la FDJ Suez. Coralie Demey, là aussi équipière, même si elle a remporté la Périgord Ladies dans sa carrière, ou encore une étape du Tour cycliste féminin international de l'Ardèche, passé également par Saint-Michel, Mavic Aubert 93, avant de revenir du côté de la FDJ Suez, plusieurs fois sur le podium des championnats de France du contre-la-montre, Coralie Demey, qui eh bien là ne sera pas au départ de ce Tour de France Femmes, ce qui doit être un peu difficile à vivre, forcément, quand ça passe pas très loin de chez vous. Du côté de la météo, eh bien, de cette journée, cette météo, donc on va avoir un temps nuageux sur cette étape, avec des températures entre 22 et 20 degrés, et puis un vent d'ouest entre 15 et 30 km/h. Alors sur la première partie, ce vent d'ouest sera plutôt de côté. Sur le parcours, il sera quand même du circuit final régulièrement de côté, mais il va y avoir une portion où ce vent sera de dos entre la première côte de la journée et le début du circuit de Catoudal. Donc pendant une vingtaine de kilomètres, on aura du vent de dos, mais il ne sera jamais défavorable et rarement bien positionné pour un coup de bordure. Donc le vent est un petit peu faible pour tenter un coup de bordure du côté de cette étape. La stratégie de cette journée, très compliquée. C'est très court, 78 km. C'est même pas 2 heures de course, on va être aux alentours d'1h45 de course. Forcément, faut pas laisser partir des filles en échappée. Si on les laisse partir en échappée, faut pas qu'il y ait plus de 2 ou 3 filles, et il faut surtout pas leur laisser beaucoup de temps, parce que là, l'échappée, elle peut aller au bout. Si on leur laisse trop d'avance. Donc il va falloir vraiment contrôler toute la journée, ce qui va forcément faire un gros tempo pendant cette étape. Parce que ça va rouler vite, parce qu'on veut éviter à tout prix les attaques du côté des grosses formations. Ça, c'est clair et net, si on veut jouer la victoire à l'arrivée. Et en plus, on va avoir des filles qui vont être... c'est le premier jour de course, donc tout le monde est frais au départ de cette étape. Donc ça va être une étape qu'il va falloir contrôler. Pour la contrôler, il va falloir aller vite. Mais la côte de Catoudal arrive en deuxième partie de course. À 3 reprises, cette côte de Catoudal, elle va peut-être faire des dégâts, parce que le rythme de la journée va être extrêmement élevé. Il va falloir voir également comment les filles vont réussir à gérer l'attente sur cette étape, parce que c'est vrai qu'on part extrêmement tard. Elles vont avoir le temps de regarder la course des garçons, mais ça va partir très tardivement du côté de cette journée de course, avec une arrivée également tardive. Alors l'avantage, c'est que demain, on repart d'une zone qui est très proche, donc
En termes de temps de transport, ça va être limité, mais c'est vrai que ça désorganise un petit peu des routines que peuvent avoir ces filles, même si c'est vrai que de plus en plus, les courses féminines arrivent après les courses masculines, mais quand même, il faut s'organiser au niveau du massage, au niveau du repas du soir. Donc voilà, ça peut être un petit peu particulier, surtout que demain, l'étape numéro 2, elle part avant la course des garçons. Donc elle part plutôt tôt, cette deuxième étape. Donc c'est vrai qu'en termes d'organisation, la nuit va être courte. Voilà pour les concurrentes du côté de ce Tour de France femmes. Les favorites pour cette étape, moi je parie plutôt sur un sprint puncher, on va dire du côté de cette journée. Pour moi la favorite sur cette étape c'est Kopecky. Je pense que c'est un peu dur pour Vibus. Donc je pense à Kopecky, même si c'est vrai que son Tour d'Italie a vraiment pas été exceptionnel, on va pas se mentir, je me dis quand même, je pense qu'elle s'est préparée pour le Tour de France et que le Tour d'Italie lui servait vraiment de préparation pour le Tour de France. Je mets Kopecky, je mets Lippert, je l'ai trouvé très bien sur le Tour d'Italie Lippert. J'ai trouvé qu'elle a retrouvé vraiment des jambes cette année, Liane Lippert. Donc il faudra s'en méfier. Et Kim Lecourt est vainqueur de Liège, au sprint en plus. Donc il faudra se méfier de Kim Lecourt. Grosse cote du côté d'Uno-X, Linda Zanetti. Linda Zanetti qui avait été très performante sur Nocureux. Nocureux cette année, c'est arrivé en boss, pour ceux qui s'en rappellent. Donc il faudra se méfier du côté de la Uno-X et de Linda Zanetti, la Suissesse. Programme télé, départ fictif à partir de 17h25, un départ fictif qui va durer un quart d'heure. La côte de Bossegallo de 4e catégorie qui sera à 49 km de l'arrivée entre 18h20 et 18h24. Plumelec, le premier passage pour le sprint intermédiaire à 27 km de l'arrivée entre 18h50 et 18h57 pour une arrivée prévue du côté de cette fameuse côte de Cadoudan entre 19h27 et 19h38 avec un podium qui va peut-être s'étendre après 20h. Hein. Donc là aussi, ça va prendre en compte pour le premier maillot jaune. La nuit va être vraiment très courte. Alors, comment on va faire le débrief de cette étape? Je ne sais pas encore. Ça ne sera pas ce soir, ça c'est clair et net. Ce soir, ça sera le débrief des garçons. Donc peut-être demain matin. Mais bon, ça veut dire que demain matin, il y aura beaucoup de vidéos. Sinon, si j'ai pas le temps de le faire demain matin avant le départ de l'étape féminine, eh bien tout simplement, on fera le débrief en commun. C'est-à-dire qu'on aura un débrief, on va dire, en deux parties, avec la première et la deuxième étape qui seront intégrées dans la même vidéo et qui, elle, sera en ligne dimanche soir parce que le débrief de la dernière étape du Tour de France, on le fera plutôt lundi au calme, comme ça. Donc, ça sera peut-être plutôt dans cet ordre-là du côté de ce Tour de France femmes. Moi aussi, hein, ça me pose problème cet enchevêtrement parce que c'est vrai qu'en termes d'organisation, c'est vraiment très compliqué et j'ai un programme qui est extrêmement chargé. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!